Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui supporte la douleur parce qu'il affronte les éléments ou dépasse ses limites physiques et quelqu'un qui supporte la douleur parce qu'il est simplement en face d'un autre être humain. Dans le premier cas, on parle d'endurance. Dans le second, c'est presque toujours la trace d'un système nerveux qui un jour a dû s'adapter au fait qu'il ne pouvait pas se défendre. Supporter la douleur dans une relation, ce n'est pas du courage. Très souvent, c'est un programme qui est inscrit dans le système nerveux bien avant l'âge adulte. Cette vidéo donc parle de ça. Pourquoi certaines personnes restent en relation douloureuse, toxique ou inconfortable, même quand elles voient clairement que ça va pas. Et surtout, comment on peut apprendre pour nous-mêmes ou pour nos enfants à construire une relation sans violence, sans domination, sans souffrance. Et si je résume en une phrase, oui, l'être humain peut s'adapter à la douleur et parfois il peut même finir par en dépendre. Donc ici, je vais donner un exemple très simple, exprès. Je ne vais pas parler d'une violence évidente, pas du père alcoolique qui humilie, qui frappe. Donc, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé comme nounou pendant plusieurs années. Et souvent, j'ai vu la même scène encore et encore. Donc, la façon comment on apprend la politesse aux enfants. Par exemple, un enfant qui est assis à table, elle veut encore un morceau de pain ou un peu plus de frites. Son désir donc est simple. Je veux, je tends ma main, et je prends. C'est un réflexe biologique de base. Besoin, action, satisfaction. Mais à ce moment-là, adulte attend autre chose. D'abord, dire s'il te plaît, ensuite recevoir. L'intention en apparence est bonne. Transmettre la forme sociale, la politesse, le langage. Mais le problème arrive quand personne n'explique à l'enfant le lien entre son désir et la règle. Au lieu d'accompagner, on impose l'autorité, la honte ou la punition. Parfois, on lui refuse simplement la nourriture, parfois, on lui tape la main. On lui dit « tu es pas poli, tu ne respectes rien, si tu ne dis pas ce qu'on te demande, tu restes sans... » Tu dois obéir. Et ici, beaucoup d'enfants apprennent très vite que leur désir s'efface devant une règle. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un enfant à ce moment-là? De l'extérieur, il ne se passe rien, juste un morceau de pain et une forme de politesse. Mais à l'intérieur, quelque chose se construit et c'est douloureux. Mon envie est mauvaise. Exprimer ce que je ressens, ce n'est pas sûr. Parce qu'au lieu d'aide, je rencontre la honte, la douleur, le rejet. Donc je dois devenir ce qu'on attend de moi. Me conformer, anticiper. Et avec le temps, son attention se détourne de son impulsion vivante pour se fixer sur la règle, sur la forme. Pas parce qu'il la comprend, mais parce que personne ne l'a accompagné dans cette étape. Personne ne lui a montré comment relier son élan naturel avec le code social. On exigeait de lui un comportement adulte tout de suite, alors qu'il seulement apprenait comment être un enfant parmi d'autres. Et si un enfant a grandi dans une éducation centrée sur l'obéissance, sans accompagnement émotionnel, ce schéma va apparaître à l'âge adulte sous forme de la dépendance au regard des autres. Cette personne va craindre l'erreur, elle va essayer d'anticiper les attentes pour éviter la critique ou le froid, elle va rester dans des relations inconfortables parce qu'à l'intérieur, elle va croire que dire non, ce n'est pas sûr. Elle peut s'accrocher aux gens même quand ça fait mal, parce que la peur de perdre le lien est beaucoup plus forte que son propre désir. Et donc elle va prendre plus de travail, plus de charges, plus de responsabilités, simplement parce qu'elle ne sent pas qu'elle a le droit de dire « je ne veux pas, je m'en vais, ça suffit », etc. Donc une autre version plus saine de la même situation. Donc l'enfant veut du pain, il tend sa main pour le prendre, et à ce moment-là, le parent lui dit simplement et clairement, sans le pousser « tu veux du pain, donc dis s'il te plaît, et je te le donne ». Et si l'enfant demande pourquoi, son parent lui explique avec des mots simples, proches de son monde, de monde d'enfant, pas avec une morale d'adulte. Par exemple, quand on demande avec les mots, les autres comprennent mieux ce qu'on veut. C'est comme une petite clé. Tu dis s'il te plaît et la personne en face comprend que tu la respectes. Et du coup, c'est agréable pour tout le monde, pour toi et pour celui qui te donne. Et parfois, ça suffit, l'enfant le répète, pas parce qu'il a été forcé, mais parce qu'il a tout simplement compris.
Et là, l'expérience est différente. Il garde le contact avec ce qu'il ressent, avec son envie. Et en même temps, il apprend une forme qui l'aide à vivre avec les autres. Et si l'enfant insiste quand même, il veut son pain tout de suite, donc le parent reste ferme et calme. Je vois que tu veux maintenant et vite. Et c'est normal, tu as le droit de vouloir, mais ici il y a une règle, on demande avec des mots. Je vais attendre, pas de souci. Quand tu seras prêt, tu me demanderas. Ce n'est pas un rapport de force, ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est juste une limite de la forme qui ne limite pas l'envie de l'enfant. Le parent ne crie pas, ne rabaisse pas, ne crée pas la situation de punition. Il ne cède pas non plus, tout simplement parce que l'enfant insiste. Alors il se crée quelque chose de sain à l'intérieur de l'enfant. Mes désirs existent, les exprimer est sécurisant et je vis avec d'autres. Donc il existe des règles qui nous aident à se respecter. Donc un autre exemple, c'est une histoire réelle d'un ami, d'un bon ami que je connais depuis 15 ans. Et depuis tout ce temps, j'observe un trait particulier dans sa personnalité. Donc son talent de créer et de maintenir des relations sans lourdeur. Il ne crée pas de relations lourdes, il n'entre pas dans ce type de lien. Et s'il voit que la relation bascule, il ne reste pas dedans. Il sait entrer en conflit sans détruire. Il n'écrase pas, il n'exige pas, il ne met personne dans la peur, la culpabilité, la dépendance. Et en même temps, il ne se met pas en victime. C'est une assertivité naturelle, stable et tranquille. Et quand on l'observe, on comprend progressivement que cette fluidité relationnelle vient d'une sécurité intérieure construite très tôt. Quelque chose comme je peux être moi, tu peux être toi, et notre lien n'a pas besoin de violence pour exister. Donc il y a une histoire qui montre la façon dont elle a été éduquée. Quand elle a eu l'âge d'aller à l'école, elle a dit à ses parents: je n'y vais pas, je vais être comme grand-père, paysan, et je vais travailler la terre. Ses parents ont répondu: très bien, si tu ne veux pas, tu n'y vas pas. Donc ils ont trouvé l'accord avec l'école, ils devaient venir sur place, mais n'étaient pas obligés d'entrer en classe. Pendant presque un mois, il venait près du bâtiment avec sa pelle, creuser la terre, comme il avait décidé. Son refus n'a pas été puni, on l'a laissé aller au bout de son expérience. Et un matin, elle a posé sa pelle et entré en classe. Et c'était sa propre décision d'aller à l'école. Et quand on le voit aujourd'hui, on comprend bien ce qui s'est installé en lui. Ma volonté existe, on peut m'écouter, mais le monde existe aussi. Et je peux coopérer avec lui sans violence. Il avance dans la vie avec une certaine fluidité. Il vit des échecs sans s'écrouler. Parce que le lien avec son désir intérieur, avec ses opinions, avec ses ressentis n'a jamais été cassé. Mais quand un enfant doit cacher ses ressentis, ses désirs, quand la règle extérieure passe avant ce qu'il vit intérieurement, le système nerveux finit par s'adapter. Il cesse de s'appuyer sur l'intérêt et l'élan naturel et commence à se réguler en fonction des attentes et des besoins de correspondre aux autres. Avec le temps, le corps intègre l'idée que ce qui compte, ce n'est pas ce que je ressens, mais ce que les autres attendent. Et plus tard, à adulte, ce chemin se répète. Les situations où il faut correspondre, mériter, devient habituel. Désagréable, mais habituel. Alors, sans même s'en rendre compte, qu'on retourne dans les mêmes relations, dans les mêmes chemins douloureux. Parce que notre corps croit encore que c'est la seule façon d'être en lien sans perdre l'autre. Et si en entendant tout cela, vous vous êtes reconnu quelque part, ce n'est pas si dramatique. Tous ces schémas, on retrouve chez beaucoup de monde. Ces mécanismes racontent seulement comment votre psychisme a fait pour rester en lien, pour continuer à exister dans un contexte où vos émotions n'avaient peut-être pas beaucoup de place. Nos parents nous ont aimés comme ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient reçu, avec leurs histoires. Et donc certaines attitudes, certaines façons de réagir viennent de là, parce que c'était la manière possible de traverser l'enfance. Et si aujourd'hui vous sentez que ces chemins ne vous correspondent pas, ce n'est pas trop tard. Notre cerveau est plastique. On peut apprendre autre chose, on peut ajuster, réparer, on peut élaborer d'autres stratégies plus agréables, plus confortables pour communiquer avec les autres. Sur cette chaîne, il y aura d'autres vidéos pour comprendre ces dynamiques et apprendre à construire des relations plus saines. Si vous avez envie de suivre, vous pouvez vous abonner. Et si quelque chose a résonné, une question, une objection, une émotion, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je lis et ça m'intéresse vraiment.